je vais vous proposer maintenant une deuxième définition d'amour. Je vais la dire un petit peu plus intellectuelle. L'amour est une relation interpersonnelle privilégiée. Je vous explique ça. Regardez la sexualité autrefois chez les animaux. Quand ça commence chez les insectes, c'est une sexualité où il n'y a pas beaucoup de relations, puisque des fois, dans certains cas, le mâle est dévoré après usage. C'est pas terrible comme relation. C'est une relation uniquement chimique. Par exemple, le papillon vient s'accoupler avec le buvard que vous avez imbibé des odeurs de la femelle. Il vient faire l'amour avec un buvard. Il y en a qui sont encore là, mais quand même, avouez que c'est quand même pas très très chouette. Dès que vous montez chez les animaux supérieurs, la relation apparaît. Chez les oiseaux, tant que les petits ne sont pas élevés, chez les mammifères. Et puis alors chez l'homme. La sexualité s'épanouit non seulement dans la procréation, mais dans une relation de qualité qui aime la tendresse, le dialogue, le partage et qui veut durer. Alors c'est sûr qu'il y en a encore qui ont une sexualité de mammifère ou une sexualité d'insecte. Mais une sexualité humaine, ça suppose qu'on a dépassé tout ça de beaucoup. Alors, qui dit relation dit deux choses. Regardez bien, il y a deux mots importants. Un amour à deux pieds. Le don et le désir. Le désir et le don. S'il en manque un, c'est pas vraiment de l'amour. Certains couples ne sont bâtis que sur le désir. Par exemple, l'amour des vedettes, ça dure quoi ? Un tournage de film. Quand elle tourne un film avec une vedette plus appétissante, elle quitte l'ancienne. Certains couples ne se bâtissent que sur le don. Femme généreuse qui veut se dévouer, puis qui à 45 ans disent « j'ai toujours donné, mais il faudrait bien que je pense à moi ». Dans la vie, il faut les deux. Et le don, et le désir. L'amour est le chassé-croisé du don et du désir. Et si vous êtes philosophe, d'éros et d'agapé. Eros qui est le désir et agapé qui est le don. Donc, qui dit relation dit chassé-croisé du don et du désir. J'ai dit interpersonnel, ça veut dire qu'on doit aimer l'autre comme une personne, pas comme un objet. Or, qu'est-ce que c'est qu'aimer comme une personne ? C'est deux choses. C'est d'abord l'aimer pour tout ce qu'il est. Imaginez qu'un garçon dise à une fille « je t'aime parce que t'es jolie ». Évidemment, t'es pas futée, hein, mais ça fait rien. Ça contente la fille. On veut être aimé pour tout ce qu'on est. Et on veut être aimé pour ce qu'on a d'unique au monde, de personnel. Si le gars dit à la fille « je t'aime parce que tu as les mêmes cheveux que Marie-Hélène », vous croyez qu'elle sera contente ? On veut aimer pour ce qu'on a d'original, d'unique, de personnel. C'est une relation interpersonnelle. Alors certains, c'est vrai, vous diront que l'amour, c'est uniquement un corps qui aime un corps. Ils appellent ça l'amour moderne. C'est plutôt vieux, puisque dans l'ère secondaire, ils n'aimaient pas autrement. Certains vous diront « ah non, non, l'amour, c'est pas ça. C'est un cœur qui aime un cœur. » Alors ça, c'est de l'amour de petits oiseaux. C'est un peu plus récent, c'est du tertiaire. C'est encore très vieux comme formule. Certains, peut-être vos parents, vont vous dire « ah non, tu sais, mon chéri, l'amour, c'est une volonté qui aime une volonté. Un cerveau qui aime un cerveau. » Ça, ils sont peut-être en avance, ils sont peut-être déjà au ciel, ceux-là. Bon, encore qu'au ciel, je pense qu'il y aurait de la tendresse. Mais de toute façon, en 2010 et en 2050 encore, je vous garantis que l'amour, ça sera toujours un être qui, avec son corps, son cœur et son esprit, aime un autre pour son corps, son cœur et son esprit. Tant que je n'aime pas le tout de l'autre avec le tout de ce que je suis, je ne l'aime pas. L'amour est une relation interpersonnelle privilégiée, où l'on aime la personne pour tout ce qu'elle est. Relation interpersonnelle. On l'aime aussi bien avec la partie pulsionnelle qu'avec la partie rationnelle. Alors je vous demande de bien écouter ici. L'amour fonctionne en général avec deux moteurs. Ou bien vous avez le moteur arrière. C'est le turbo. Je l'aime. Je ne sais pas pourquoi, je l'aime. Je suis poussé. Ça, c'est l'amour-passion. Et c'est un amour puissant. Et il ne donne pas ses raisons.
Pourquoi je l'aime, j'en sais rien. Il y a eu un tilt des inconscients, que sais-je. Ça, c'est l'amour pulsionnel, qui donne l'amour vraiment passionnel. Il y en a d'autres qui fonctionnent avec le moteur avant. Le moteur avant, c'est la raison admirative ou l'admiration raisonnée, c'est-à-dire, c'est l'amour-raison. J'aime cette fille parce qu'elle fait bien la salade, j'aime ce garçon parce qu'il est délicat avec ses parents, j'ai des raisons d'aimer. C'est un moteur électrique, il n'est pas foufou comme l'autre, mais il est plus stable, il est plus solide, il aura plus de durée. Et vous avez compris que pour qu'il y ait un véritable amour, qu'est-ce qu'il faut ? Les deux moteurs. Il faut que je puisse dire « je l'aime, je ne sais pas pourquoi, je l'aime, puis je m'arrête. » Attention. Est-ce qu'il mérite d'être aimé ? Alors là, j'étudie. J'aime ne veut pas dire « j'épouse ». J'aime veut dire « j'étudie ». Est-ce que ma raison est d'accord avec ma pulsion ? Il faut les deux. Ah, il arrive qu'au contraire, les deux moteurs ne sont pas d'accord. La pulsion dit « je l'aime ». Mais la raison me dit, tu vas pas aimer ce gars-là, enfin il n'est pas sérieux. La pulsion dit, ça fait rien, je le changerai. Alors ça, c'est pas vrai, hein. Ça, rassurez-vous, on ne change pas comme ça. Hein. Les parents donnent des raisons au moteur avant. Enfin, tu vas pas épouser ce gars, tu as vu la famille. Mais ils ne se rendent pas compte des parents que plus ils s'opposent au moteur arrière, plus celui-là est puissant. Les amours empêchés sont les amours les plus puissants. Les amours dont l'histoire a gardé le souvenir étaient des amours empêchés. Par exemple, Roméo et Juliette, Aucassin et Nicolette, Abélard et Héloïse. Et c'est pour ça que les parents ne sont pas toujours habiles de vous dire « non, pas de celui-là », parce que plus on vous dit pas celui-là, plus vous l'aimez. Parce que les amours empêchés. Mais s'il est très bien, je vous assure, vous ne connaissez pas la famille, il n'est pas du tout comme ses parents, c'est un gars merveilleux, et vous le défendez. Et alors là, à ce moment-là, le moteur pulsionnel, le turbo, emporte dans la direction donc de la liaison, voire du mariage, mais au bout de quelques années, on dit bah, « ma mère, elle n'avait quand même pas tort », et on retourne en arrière, on avait fait une erreur parce que la raison n'avait pas été d'accord avec la pulsion. Par contre, il arrive qu'il y ait bien eu au départ les deux moteurs. Et le pulsionnel et aussi le raisonnable. Mais il peut arriver quand même qu'au long d'une vie de couple, la routine, le train-train, fasse que le moteur arrière perde de son élan, le désir diminue. Mais s'il y a un bon moteur avant, il peut, en utilisant la communication et la fantaisie, relancer le moteur arrière et il y aura des tours de flamme. Troisième définition de l'amour que je vous propose, l'amour est une construction. L'amour a un objectif, il n'est pas simplement défini par ses composantes internes, le don et le désir, il est défini aussi par le but qu'on lui assigne. Il y a quelque chose à construire. L'amour vous invite à une construction. Construire quoi ? Construire d'abord le nous. L'amour, c'est pas un je plus un tu. Ma table de cuisine et tes casseroles. Ta force et ma gentillesse. C'est d'abord la création d'un nous, d'une cellule originale, unique au monde, le nous. On ne doit pas dire tes gosses chialent. Mon garçon a son bac. Il faut apprendre à dire nous. Vous voyez, c'est la création d'une cellule nouvelle, absolument unique au monde, et qui dépend donc justement de la différence des personnes, de l'interaction, l'interférence entre les psychologies, le nous. Mais c'est justement, c'est une communauté conjugale à construire, et ça c'est très difficile. Parce qu'une communauté, c'est de n'être qu'un en restant deux. Regardez la communauté européenne, on voudrait bien n'être qu'un. N'avoir qu'une armée, qu'une constitution, c'est du mal, hein, qu'un euro, qu'un président demain. Mais pourtant, on veut rester anglais. Hein. Et puis français. Hein. Et dès que dans la communauté, il y a un pays qui se trouve lésé, il râle contre l'unité de la communauté. Dans le couple, c'est pareil. On veut bien être qu'un, mon chéri. Tu sais, on ne fera qu'un quand on sera ensemble. On ira en réunion ensemble. On ira à la messe ensemble. On ira à Carrefour ensemble. On fera tout ensemble.
C'est du rêve, ça. Hein. On voudrait bien n'être qu'un, mais en même temps, on veut rester soi-même et ne pas être phagocyté par l'autre, qui nous imposerait ses conceptions. Si bien que vous avez en fait plusieurs types de couples. Vous avez un couple, par exemple, qui ne font qu'un parce qu'il y en a un qui a absorbé l'autre. Hein? Là, un gars qui a une forte personnalité peut imposer à l'autre, si ou si elle en a moins, peut imposer à l'autre ses conceptions. Alors ben ça, ils s'entendent bien, puisqu'il y en a un qui a disparu, écrasé par l'autre. Il y a un deuxième type de couple, ils sont deux, ils ne sont plus un. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais à une conférence, ça tombe bien, moi je vais au cinéma. On est libre. Oh non, nous on est moderne, on est très libre. À la limite, tu peux me tromper, moi aussi. Hein. Ils sont deux, ils ne sont plus un. Tandis que le véritable couple, lui, il accepte la différence. Et il reconstruit l'unité sur la différence. C'est ça le véritable couple. Il sauve à la fois le désir d'unité et le désir de liberté. Beaucoup de jeunes disent qu'ils veulent vivre l'union libre. Est-ce que vous avez déjà entendu un nom comme ça? L'union libre. Écoutez les deux mots. Ils ne vont pas ensemble. Vous ne pouvez pas être totalement unis et totalement libre. Moi, je regrette. Si vous êtes très unis, vous n'êtes plus libre. Si vous êtes libre, vous n'êtes plus totalement unis. Et vous êtes toujours obligé de grignoter ou de l'unité ou de la liberté. La couverture est trop étroite. Si l'unité tire d'un côté, la liberté gèle de l'autre. Moi, j'y peux rien. Il faudra toujours, dans le couple, faire des concessions difficiles au niveau ou de l'unité ou de la liberté. J'y peux rien, c'est comme ça. Il ne faut pas rêver de l'impossible. C'est pour ça que tous les couples, comme la communauté européenne, qui a le même problème, sera toujours et toujours en tension. Tous les couples, vous entendez, ont un problème, n'être qu'un en restant deux. Et même en restant trois, quand on peut dire que dans le couple, il y a trois pôles, il y a l'homme, la femme et l'amour. Et pour vraiment que ces trois points se unissent et respectés dans ce qu'il y a d'unique, il faut absolument accepter d'être en tension perpétuelle entre le n'être qu'un et le restant deux ou restant trois. La deuxième construction du couple, c'est l'enfant. L'amour a le service de la vie. L'amitié ne donne pas la vie, vous entendez? Seul l'amour donne la vie. Et deux êtres qui s'aiment ont envie de donner la vie, de se survivre, de voir leur amour se poursuivre, se continuer. L'enfant est désiré par tout couple. Quand un couple me dit qu'ils ne veulent pas d'enfant, je ne crois pas tellement à leur amour. L'amour est de soi fécond. L'amour se diffuse, l'amour a envie de se répandre. Quand on est heureux, on voudrait que tout le monde le soit. On voudrait que des gosses puissent vraiment être heureux. Eh oui, un enfant, c'est quelque chose de prodigieux. Est-ce que vous songez que les enfants qui naissent aujourd'hui seront là en l'an 2100, voire 2110, 2120 ? Est-ce que vous vous rendez compte que les enfants, c'est l'avenir d'un pays, c'est l'avenir d'une nation, et qu'une nation qui n'a pas d'enfants, elle est un jour rayée de la carte. Vous pouvez faire l'histoire de demain uniquement avec la démographie d'aujourd'hui. C'est comme ça. On n'a pas, depuis des années, parlé uniquement de contraception, comme si c'était contre l'enfant. Et aujourd'hui, vous les jeunes, vous allez avoir la retraite de nombreux à payer, parce que vous êtes beaucoup moins nombreux. Je me souviens, il y a 40 ans de ça, un démographe célèbre, Sauvy, disait « Mais vous ne voyez pas qu'on va à la catastrophe ?» Il ne faut pas oublier qu'en 2050, en Europe, nous avons 50 millions d'habitants en moins. Et puis alors que de vieux, hein. En 2020, un tiers de vieux. 2 millions d'Alzheimer. Est-ce que vous vous rendez compte? Qui c'est qui va payer tout ça? Ben c'est vous qui allez bosser pour nous, qui serons décadents. C'est comme ça. Comme on n'a pas voulu aider vraiment la natalité, ça se paye un jour, ça. La facture, elle est à payer irrémédiablement un jour. On n'a pas tenu compte de la démographie. On s'est moqué de ces démographes ou de certains politiques qui le réclamaient, mais un jour, il faudra payer la note. L'enfant est la richesse d'un pays, c'est la richesse d'un couple. C'est la deuxième construction de la famille. Enfin, la troisième construction, c'est de faire un monde plus heureux. Si un jour vous avez le bonheur d'avoir un couple heureux, vous n'avez pas le droit de garder pour vous tout seul cette joie. Et vous aurez rayonné votre bonheur. Moi, j'aime ces couples qui tout à coup s'engagent dans la société, au service des handicapés,
au service des jeunes, au service des fiancés, etc. Et Dieu sait s'il y en a. Et vous en connaissez tous, qui sont, je dirais, des modèles qui rayonnent, parce que leur amour ne peut pas rester enfermé dans un narcissisme à deux, mais leur amour rayonne et le monde est plus heureux. L'amour est de soi fécond non seulement au point de vue biologique, mais il est fécond en ce sens qui se diffuse pour rendre un monde tellement plus heureux.